Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Alors je vais commencer par m'excuser, je suis un peu désolé d'être devant vous aujourd'hui avec ce titre de conférence, parce qu'en fait il est faux, on ne déploie pas 140 releases par mois, donc ceux qui sont venus pour ça, tant pis pour eux. En fait, j'ai regardé ce qu'on avait fait le mois dernier, en fait maintenant on est à plus de 200 releases par mois, donc ça change un petit peu de choses. Globalement, l'idée de ce talk, c'est d'essayer de présenter notre cycle d'intégration continue. On va beaucoup parler d'intégration continue durant cette petite présentation, et ça va être centré autour de l'expérience qu'on a sur le produit Tulip, que je vais introduire rapidement. Pour que vous ayez, alors le but c'est pas vraiment de faire de la pub parce qu'on a le stand pour ça. Globalement c'est juste pour que vous compreniez un peu la surface de cette application. Il y a plein de choses qui sont faites avec Tulip, ça couvre l'ensemble du cycle de vie du logiciel, ce qui veut dire qu'on peut considérer ça comme un ensemble d'outils différents qui sont tous agrégés les uns avec les autres. Ce que ça veut dire, c'est que derrière on a une code base de près de 1,5 million de lignes de code, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, et sur laquelle il faut garantir une certaine degré de confiance, puisque derrière, on va confier à ce type d'outil son code source, ses rapports d'incidents, etc. Donc le but, c'est quand même d'avoir quelque chose qui tourne le plus longtemps possible et le plus durablement possible. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, mais ce n'est pas forcément le plus important. Alors, le talk va commencer par une certification. Vous allez pouvoir, tout le monde aime les certifications, en plus quand elles sont gratuites, c'est encore mieux. Donc vous allez peut-être être certifié dans quelques minutes. Un petit certificat d'intégration continue, et en plus pas fait par n'importe qui. C'est un certificat offert par Jason Bull et Martin Fowler. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin au moins Martin Fowler, peut-être que je pense que ça parle à pas mal de monde là. Donc du coup, je vais vous proposer de faire ce test d'intégration continue. Est-ce que vous allez être certifié? Donc déjà, levez la main si vous faites de l'intégration continue. Dans un DevOps Days, c'est pas mal. Gardez la main levée, hein, c'est important. Je vais voir combien de temps vous tenez la main levée. C'est ça, ça la certification, en fait. C'est voir ceux qui ont vraiment du courage et qui résistent à tout. Est-ce que dans vos équipes qui font de l'intégration continue, tout le monde a le droit de committer sur master ou sur trunk, est-ce que c'est fait au moins tous les jours? Chaque personne tous les jours sur master ou sur trunk. Ok. Il y a quelques mains qui se sont baissées. Est-ce que le fait qu'un commit soit foireux, ça fait sauter un robot d'intégration continue, un robot de build, un test, etc. Ah, il y a des gens qui baissent la main. Et est-ce que, généralement, le fait qu'il y ait un échec conduit au fait que ce soit de nouveau vert en moins de 10 minutes, on va dire en moyenne? Eh bien, bravo, ceux qui ont encore la main levée sont certifiés intégration continue par Martin Fowler et Jason Bull. Je pense qu'on peut vous applaudir. Alors, le trick par rapport à ça, donc voilà globalement l'élément que je vous ai montré. Il y a aussi en dessous l'article de référence si vous voulez aller le voir. Ce que je vais montrer derrière ça, c'est qu'en fait l'intégration continue, bien souvent on relie ça à des outils. On dit intégration continue, on pense Jenkins, on pense CircleCI, on pense Travis CI, on pense GitLab CI, etc. En fait, l'intégration continue, c'est une pratique de développement logiciel et d'Ops qui est beaucoup plus ancienne que ces outils et qui a une portée beaucoup plus large. Donc on va faire un tout petit peu de théorie avant de commencer. Est-ce que ça vous parle, ces deux choses qu'il y a derrière moi? Alors, la qualité du graphisme doit vous donner une indication. GeoCities, les années 90, ça vous parle? C'est à peu près ça. Si les graphiques sont aussi moches, alors pas sur celui
avec le release plan, etc., parce que c'est du SVG qui vient de Wikipédia, etc. Le deuxième et le logo sont beaucoup plus laids, parce que c'est des choses qui datent de la fin des années 90, voire même pour XP, qui est Extreme Programming, qui est une des toutes premières, sinon peut-être même la toute première méthode agile. C'est des méthodes qui datent du milieu des années 90. XP, la première date du manifeste XP, c'est 1996. Et on parlait déjà d'intégration continue à ce moment-là. Donc c'est absolument pas quelque chose d'ultra récent, hein. Comme la plupart du temps en informatique, on se dit on va faire quelque chose qui est ultra moderne, et puis en fait on se rend compte qu'il y avait quand même un mec au Bell Labs au fin fond de Seattle qui l'avait inventé au milieu des années 70. Généralement notre vie ressemble quand même un peu à ça. Et bien là l'intégration continue, c'est pas une pratique ultra moderne, c'est quelque chose qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Alors XP, pour faire un rapide résumé, c'est une méthode agile qui était ultra centrée sur les pratiques d'excellence autour de la programmation. Ça se place plutôt du côté dev de DevOps, mais qui prenait de façon à bras-le-corps toutes les pratiques qui étaient nécessaires techniques pour essayer d'itérer le plus rapidement possible et d'avoir la feedback loop la plus efficiente possible. Alors, parmi les préconisations de ce principe d'intégration continue, il y avait notamment le fait de travailler sans branche, ou le moins possible. Alors, notamment, aujourd'hui, ça vient un peu en contradiction de ce qui est beaucoup promu, notamment avec le passage à Git, avec du Git Flow, avec les feature branch, avec des pull requests associés aux feature branch. On part sur un principe complètement différent où tout le monde va essayer de viser master. On va essayer de simplifier la vie en disant on ne va plus parler trop de SVN, on va parler uniquement de Git, donc je parlerai que de master sur la suite. Et donc tous les développements sont faits sur master par tous les développeurs en même temps. Et on va automatiser le plus possible les déploiements. Alors pour vous faire un petit schéma, juste pour qu'on comprenne bien la différence entre les deux approches, les deux tactiques. Donc là, vous avez le principe de la feature branch. Vous partez d'un tronc, donc ça se lit de haut en bas. Chaque bullet, c'est des commits. On a le master qui est au milieu, et duquel on va tirer deux feature branch, la feature 1 et la feature 2. Elles vont vivre leur vie. À un moment donné, on va faire de l'intégration. Donc vous voyez que les flèches, elles sont un petit peu... elles vont pas forcément que dans un sens, parce qu'il y a des rebases qui sont faits. Donc on va devoir prendre ce qui est sur master pour le mettre sur la branche feature 1, et on va intégrer. Donc ça, c'est le modèle feature branch. Et le modèle trunk-based development, alors, il paraît un tout petit peu plus compliqué. Donc déjà, vous voyez qu'il y a deux couleurs. J'ai fait visualiser en bleu. Alors, je suis désolé pour les daltoniens, donc c'est l'autre couleur. C'est celle qui est sur les côtés. Et donc, vous avez toujours master qui est au centre. Et vous voyez en bleu, en fait, les working copies de chacun la working copy virtuelle des développeurs potentiels. Et ils vont pousser chacun des petits incréments de leur développement directement. Ils vont les travailler en local et ils vont les pousser directement sur master. Donc la conséquence directe que l'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de commits qui sont faits et qui sont intégrés beaucoup plus tôt dans le cycle de développement sur master. Si vous voyez, là, quand la première feature, si on regarde en termes de temps, si on considère que c'est l'équivalent en termes de déroulé, c'est pas le même déroulé en termes de nombre de commits parce que j'avais pas suffisamment de place pour mes bullets, mais l'idée reste là. On va voir que quand on a intégré la feature 2 ici, dans la première stratégie, on a déjà intégré plusieurs commits dans master. Et donc, si on déploie son master de façon continue, on peut être suffisamment confiant sur le fait que le code qui est ici, qui a déjà été intégré, on peut être suffisamment confiant sur le fait qu'il marche vraiment, bien avant que dans la stratégie des feature branch, la feature branch 2 ne soit mergée dans master. Donc déjà, ça vous donne une indication de l'élément, c'est que en fait, quand on va développer directement sur master, on va essayer de se donner une feedback loop la plus courte possible et la plus rapide possible. Alors nous, on a poussé le vice jusqu'à se dire qu'on allait vraiment produire une release complète à chaque commit sur master. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. On n'est pas complètement fou. Et c'est pour ça qu'on peut avoir 200 releases par mois. C'est qu'en fait, chaque commit qu'on fait sur notre tronc commun de développement correspond à une release.
Alors, quand je dis correspond à une release, c'est vraiment quelque chose qu'on peut déployer chez un client. Il n'y a fondamentalement aucune différence entre une de ces 200 releases, c'est ce que vous avez en bas, hein, les releases de dev où on en a à peu près 200 par mois. On a des snapshots qu'on a une fois par mois, et on a des releases enterprise, entre guillemets, qui, elles, ont lieu une fois par semaine, donc 4 fois par mois. Mais il n'y a absolument rien qui différencie, que ce soit en termes de process ou en termes de pratique, une des releases de développement des releases dites de production. C'est juste des snapshots que l'on choisit. Et le gros challenge que l'on a, nous, c'est que la quasi-totalité de nos clients font des déploiements on-premises. Donc, ils ont leur propre serveur et c'est eux qui font les installations. Donc, ça change un petit peu la donne que quand on est, par exemple, Spotify, par exemple. Si on veut faire du déploiement continu et qu'on décide de le faire, on a zéro problème puisqu'on maîtrise tout, du développement jusqu'à l'infra. Donc, déployer sur une infrastructure qu'on maîtrise, c'est extrêmement facile. Déployer sur une infrastructure qu'on ne maîtrise pas et sur laquelle on n'a aucun contrôle sur les administrateurs qui sont en face, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué de faire du déploiement continu dans ces conditions. Et le pire de tout, c'est quand en plus les infrastructures cibles doivent être managées en suivant ITIL, qui est obligé de travailler avec des infrastructures où ils sont obligés de suivre du ITIL. Levez la main. Désolé. Vous venez pour vous rafraîchir un petit peu, voir ce qui se fait, et puis pleurer en rentrant chez vous, c'est ça. Bref, c'est pas pour jeter la pierre sur ITIL, hein, du tout. Bref, c'est pas super agile et c'est pas super DevOps. Globalement, c'est la plupart de nos déploiements, c'est ça. On va mettre à disposition des RPM quelque part et on va avoir un barbu ou une barbu qui va installer ça sur des serveurs target. Globalement, l'idée du modèle d'intégration continue que l'on pousse sur nos fameux 200 releases par mois, c'est d'être à la fois capable d'avoir une release à n'importe quel moment de notre cycle de développement et surtout de le pousser le plus possible proche de ce que vont faire nos chers administrateurs système qui vont installer chez eux. Parce que si on met en place un modèle de déploiement continu top moumoute avec du hot swap et du canary deployment et que ça marche super bien mais que ça ne correspond pas à 95% de nos modes de déploiement qu'on va trouver chez nos clients, la fausse preuve que l'on va avoir, c'est que notre super déploiement sur lequel on a passé beaucoup de temps, il marche, mais notre déploiement réel, celui chez nos clients, lui, il est cassé. Donc il faut qu'on soit au plus proche possible de ce que vont vivre nos clients et nos utilisateurs quand ils vont déployer leur application. Donc en fait, on a un bot qui déploie le plus possible et qui va se prendre toutes les erreurs qu'on peut avoir quand on déploie des RPM, c'est-à-dire des erreurs de cache, des erreurs de checksum qui ne sont pas bons, etc. et qu'on va devoir potentiellement débugger et trouver. Alors la question c'est, mais pourquoi vous feriez ça ? C'est une bonne question. Le point principal, c'est de pouvoir itérer rapidement et surtout de pouvoir avoir confiance dans notre système de release. Donc, on sait que DevOps, c'est surtout une question de synergie entre les équipes Dev et les équipes Ops, même s'il ne faut pas dire équipe Dev et équipe Ops, parce qu'on fait du DevOps, donc tout le monde fait tout. Mais globalement, l'idée, ça reste quand même d'essayer d'être dans un mode de livraison rapide, d'itération sur ces releases rapides, pour essayer de comprendre ce qu'ont demandé nos utilisateurs et d'essayer de maximiser la livraison de valeur. En fait, si vous prenez dans votre cycle DevOps uniquement la partie je code et je déploie, voire je monitore, en fait, vous n'avez qu'une toute petite partie du problème, parce que ça, c'est... quelque part, votre client, il s'en fout que vous déployez. Il s'en fout de nos clients qui ont des 200 releases par mois. Ce qui l'intéresse, c'est la feature qu'il a demandé, c'est le fait qu'il puisse faire plus avec son infrastructure, c'est le fait qu'il y ait des bugs qui soient corrigés, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et quand on parle de feedback, en fait, le vrai problème, c'est d'essayer de se comprendre. Et c'est un gros problème dans nos métiers, où en plus, potentiellement, une partie de nous-mêmes n'aime pas spécialement discuter avec les gens, d'une manière générale. Déjà, quand on a...
je pense que vous avez déjà vu se dérouler entre ce qu'un client a besoin, ce qu'il dit, qu'il veut, ce qu'il écrit ou ce qu'il dit réellement, ce que vous entendez, ce que vous avez compris, ce que vous faites, ce que vous livrez, et ce qu'il utilise au final. En fait, il y a une différence qui est fondamentale. Et le seul truc sur lequel vous pouvez être à peu près sûr, c'est ça. C'est le bas du tableau, parce que tout ce qu'il y a avant, ça ne sert strictement à rien tant que ce n'est pas dans les mains d'un utilisateur qui l'utilise vraiment. Et DevOps, on se concentre principalement sur les éléments du bas. Donc il ne faut pas oublier que tant que vous ne mettez pas en production, enfin plutôt, même, mettre en production n'est qu'un épiphénomène dans la vie de votre logiciel, tant qu'un utilisateur ne clique pas sur le fameux bouton que vous avez ajouté, ça ne sert à rien. Tout ce que vous avez développé ne sert absolument à rien du tout. Et donc du coup, plus on va itérer rapidement, plus on va mettre rapidement entre les mains des utilisateurs, plus on va savoir si les fameux specs, les user stories, les requirements, les exigences, appelez-les comme vous voulez, correspondent effectivement à quelque chose qui sert à un client et qui donc va produire de la valeur. Il ne faut pas oublier que dans les méthodes agiles, on parle d'itération, de feedback, etc. Il y a un point qui est super important au niveau de la définition, notamment des user stories, c'est la business value des user stories, et ce qui est souvent extrêmement difficile à évaluer, parce que c'est souvent dépendant uniquement de l'appréciation du PO sur le fait qu'il sente ou pas le déploiement d'une nouvelle feature, ou voire, dans le pire des cas, du fait que le client râle très fort pour avoir la dite feature. J'ai pas de stats, mais sur nos déploiements d'applications à nous, le nombre de surprises qu'on a sur des features qui sont demandées par des clients, qui sont livrées en production, qui sont ultra urgentes, et on se rend compte que 6 mois plus tard, c'est en production, mais le plugin n'a pas été activé, parce qu'au final, l'utilisateur n'avait pas été compris, et donc ce qui avait été livré, en fait, ne correspondait pas aux attentes. Ça arrive quand même assez souvent. Donc, il faut vraiment faire attention, et le point derrière, c'est que même quand c'est en production, il faut aller chercher le feedback. Vos clients, vos utilisateurs ne vont pas naturellement remonter le fait que ça marche pas. Donc il y a vraiment, dans le cycle DevOps, dans le cycle complet de développement logiciel, beaucoup d'interactions humaines à prendre en compte. Du coup, comment on fait? Parce que, bon, c'est bien beau la théorie, mais on va rentrer un petit peu dans le cas pratique. Donc, globalement, je vais vous présenter notre pipeline de production et comment on se débrouille pour générer, déployer, etc. Donc là, vous avez un résumé rapide de ce pipeline avec les différents acteurs, les différents outils qu'on utilise. On va rentrer un petit peu dans le détail. Donc ça, on a à peu près 200 commits qui passent dans ce pipeline. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais il y en a 200 qui vont de la partie la plus à gauche jusqu'à la plus à droite par mois. Et on essaye de travailler le pipeline pour que, entre le moment où on a implémenté un fixe, une feature, etc., il se passe moins de 30 minutes entre l'implémentation, le commit et le déploiement en production. Un point important là-dedans, c'est l'inspiration des méthodes Lean, notamment Toyota, on en a parlé dans la présentation précédente. L'intégration continue, c'est extrêmement proche de ce que vous pouvez trouver dans une chaîne de production d'automobile. Et il y a un des principes Lean qui est de dire, donc sur les chaînes de production chez Toyota, alors, chez d'autres probablement aussi, il y a un système d'alerte sur une machine. Si la machine commence à défaillir, donc ce qui pourrait correspondre à un test qui fail dans un pipeline de production logicielle, soit la machine se met automatiquement en mode défaut, soit il y a un opérateur qui détecte une anomalie, il appuie sur un bouton, et globalement, si mes souvenirs sont bons, la chaîne s'arrête au bout de 10 à 20 minutes. Donc la chaîne intégrale de production de voitures s'arrête au bout de 10 minutes. Bon, ça donne un peu la pression pour les opérateurs pour corriger la machine et la redémarrer. Mais en fait, la logique, elle est la même que pour ça. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de continuer à avoir une chaîne de production qui stack des pièces non finies dans des zones de stockage que vous n'avez pas.
qui potentiellement en plus sont des pièces défaillantes parce que vous avez un mouleur qui moule des pièces plastiques et en fait il est en surchauffe et donc il moule n'importe quoi. Donc il va commencer à partir en sucette, il va mouler des centaines de pièces qui seront invalides. Potentiellement le fait qu'en plus il y ait tout un tas de trucs qui sont stackés derrière, ça va commencer à entraîner des effets de bord, un peu comme si on déployait des microservices et qu'il y en avait qui commençaient à plus pouvoir communiquer les uns avec les autres, des choses qui n'arrivent absolument jamais en informatique. Globalement, l'idée est la même, et l'idée est de stopper le plus vite possible la chaîne de production de valeur pour qu'on se concentre sur ce qui est important, livrer de la feature au client. Si vous ne l'avez pas compris à la fin du talk, livrer de la valeur au client, je pense que j'aurais mal fait mon job. Alors, la partie haute du pipe est centrée autour de Gerrit et de Jenkins. Alors déjà, je vais vous rendre la main. Gerrit, qui connaît dans la salle? Vous pouvez lever la main. Ah, c'est pas mal. On est moins de 10, mais finalement, globalement, c'est pas mal. Gerrit, c'est un outil d'intégration et de revue de code, donc un peu comme les pull requests, mais de façon pas pareille. Globalement, l'idée est surtout d'intégrer à la fois la partie revue de code avec la partie workflow. Donc c'est un projet qui est originaire de chez Google, et notamment, je crois que le premier cas d'utilisation, ça a été pour le projet Android, où il y avait, je crois qu'un set de dépôts Android, c'est 900 dépôts au total, sur lequel il fallait garantir un certain nombre de choses, des cycles d'intégration très complexes, avec beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc ils avaient besoin non seulement de faire de la code review, mais de garantir un processus de code review extrêmement formel. Depuis, ça a été déployé un petit peu partout, donc historiquement beaucoup dans les boîtes de telco, mais aussi sur les produits Google, hein, Android, Chrome, Golang, mais aussi la fondation MediaWiki, OpenStack, etc. Et Tulip. Globalement, Gerrit, juste pour vous expliquer comment ça marche, parce que ça ne fonctionne pas du tout comme les pull requests. Pull request, globalement, on ouvre une branche, on commit dans cette branche, on ouvre une pull request. Là, la pull request est intégrée. On n'a pas vraiment de concept de branche dans Gerrit, on a un concept de patch set. Donc globalement, vous avez le développeur qui travaille dans son coin, et vous avez le serveur Gerrit, et on a deux acteurs, un développeur, un intégrateur. Donc quand la feature 1 commence à être prête à développer, à être intégrée, on va pousser un premier commit en revue. Ce qui est très important à comprendre, avec Gerrit, le principe est de revoir chaque commit indépendamment les uns des autres. Vous n'allez pas faire une dizaine de commits en disant work in progress, ça marche presque, ça marche mais les tests cassent, oulala, c'est presque bon, ah non, non, je revert, etc. Et puis de faire un gros paquet et envoyer tout ça à revoir. Chaque commit doit être revu par un intégrateur. Donc, on envoie ce premier commit en revue, c'est un premier patch set. La plupart du temps, le mainteneur il va dire non, c'est pas bon, et il va avoir un système d'approbation formelle du commit en mettant une note de -2 à +2. Donc là, on va dire qu'il a été pas complètement emballé, il a mis un -1. Donc le développeur va retravailler le commit en local avec un git amend ou un git rebase, bon après ça dépend de votre pratique, et il va le repousser. Bon, en fait, on n'a pas vraiment de branches, mais on a des pseudo-branches par commit qu'on appelle des patch sets, et sur laquelle on va faire évoluer, on va raffiner de plus en plus notre commit pour qu'il soit, entre guillemets, parfait. Donc là, voilà, on a 3 versions de notre commit, 3 patch sets. Le dernier est validé, le mainteneur met +2, et à ce moment-là, il est soumis, et vous voyez que master n'est mis à jour qu'à ce moment-là. Donc en fait, c'est comme ça que ça peut fonctionner de façon efficace, un cycle d'intégration continue avec un développement sur master, c'est que vous ne donnez pas à l'intégralité de vos développeurs, y compris le petit jeune qui vient d'arriver, les droits de commit sur master dès le jour 1, parce qu'il pourrait potentiellement effectivement péter votre production, ou il pourrait avoir accès à des données sensibles ou quoi que ce soit. Ce à quoi tout le monde a accès, c'est la possibilité de créer ces fameux patch sets, et après, vous avez les mainteneurs qui, eux, vont garantir la fiabilité de l'ensemble et valider effectivement que ce fameux commit qui est demandé à être en intégration sur master le soit effectivement. Alors, là, j'ai fait la différence développeur-mainteneur. Si vous êtes dans un monde beaucoup plus ouvert, idéalement en holacratie, comme on a vu ce matin, où tout le monde a le même niveau
de responsabilité dans l'entreprise, rien ne vous empêche de mettre tout le monde mainteneur et tout le monde peut approuver les commits, ça pose aucun souci. Là, c'est vous qui définissez vous-même votre workflow d'intégration. Donc, une fois que Gerrit a un tout petit peu compris, ce qui est important, enfin, donc du coup, ce qui va derrière, c'est que pour ces fameux 200 commits par mois, en fait, il va y avoir beaucoup plus de patch sets qui vont être soumis en revue. Et ces patch sets, ils vont être à la fois traités par des robots d'intégration continue, en l'occurrence c'est du Jenkins, et à la fois par des humains. Donc je vous ai mis quelques stats ici pour que vous ayez un ordre de grandeur. Globalement, ça veut dire pour ces 200, que pour un commit mergé sur master, on a en moyenne 4.1 commits qui sont poussés en revue et qui sont soit ils passent pas l'intégration continue, soit ils demandent à être retravaillés par un mainteneur. Mais globalement, on retravaille 4 fois un commit avant qu'il soit poussé en production. Alors, ça reste une moyenne. Je crois que notre commit record, il a 78 patch sets avant d'être intégré en production et il a mis 2 ans et demi à être intégré, ce qui est pas mal. Bon, on n'y a pas travaillé en continu, hein, je vous rassure, on n'a pas mis, on n'avait pas quelqu'un qui travaillait pendant 2 ans et demi sur un même commit. Globalement, ça a mis un peu de temps, et il y a quand même pas mal de commits qui sont mergés du premier coup, les commits triviaux, etc. En fait, on s'interdit complètement de merger directement sur master, donc même des commits complètement triviaux, une typo ou quoi que ce soit, part en revue. Ça ne coûte rien de faire une revue pour tout un tas de bonnes raisons. Alors pour que ça marche bien, ça, en fait, et surtout, et là c'est le plus important, et c'est le message qu'on entend toujours quand on fait du DevOps ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, le seul moyen de pouvoir partir en production en permanence avec votre master, c'est d'avoir une blindée de tests. Plus vous pouvez en avoir, mieux c'est. Là, pour vous donner une idée, donc je vais vous le mettre en gros, enfin en plus gros, je pense que ça reste quand même illisible. Ouais, pour moi c'est lisible, mais je le connais et je suis juste devant. Ça représente là, on a à peu près 42 000 tests qui sont passés sur chaque commit. Donc des tests d'intégration, des tests unitaires, des tests d'intégration REST, des tests SOAP, des tests karma, des tests. Qu'est-ce qu'on a fait aussi des tests de validation, de l'analyse statique, etc. La seule limite, alors on peut partir et être extrêmement furieux sur la quantité de tests qu'on peut passer. Nous, la limite absolue sur laquelle on ne veut pas dépasser, c'est 20 minutes de temps de build complet pour le pipeline. Donc en fait, il y a des tests qu'on faisait, notamment des tests end-to-end, des tests Cypress, donc qui permettent de tester l'interface au complet, qu'on a enlevé du pipeline par commit parce qu'en fait ça prenait trop de temps, ça surchargeait les serveurs, et on a préféré avoir un cycle d'itération plus rapide, et quitte à avoir certains tests qui étaient plus consommateurs en post-merge, histoire de garder quand même un compromis entre la couverture du test et le temps pour l'exécuter. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il faut, c'était un peu le message de la première conf de ce matin, c'est il faut avoir un très bon travail sur votre suite de tests pour que les tests que vous choisissez de passer en permanence, ils soient les plus représentatifs possibles, et de trouver des méthodes alternatives. Si par exemple les tests d'interface sont trop coûteux à faire, est-ce que vous ne pouvez pas plutôt faire un test REST à la place? Est-ce qu'il ne sera pas suffisant pour valider votre feature? Ou alors, est-ce que si le test REST est trop compliqué, parce qu'il faut quand même mettre en place une base de données, etc., donc vous pouvez tester que le cas nominal, et que vous voulez tester des cas plus aux limites, pardon, est-ce que vous pouvez vous permettre de faire des tests d'intégration unitaire? Donc ça, c'est le fait de se dire, j'utilise mon JUnit, mon PHP Unit, mon je ne sais quoi Unit, mais je fais des tests d'intégration en moquant une base de données, en moquant des inputs. Donc, globalement, il faut vraiment avoir une bonne réflexion autour de sa suite de tests pour qu'elle soit la plus blindée possible. Donc une fois que tous les tests sont passés, que le mainteneur a validé le commit, la suite, il faut merger et déclencher la partie production.
Donc c'est là que commence à rentrer un aspect important de sécurité, parce qu'il faut s'assurer que chacun de ces commits il soit complètement traçable et qu'on puisse complètement reconstruire l'intégralité de l'application et qu'on sache exactement ce que l'on a livré. Notamment parce qu'on les livre à nos clients et qui travaillent potentiellement dans des secteurs sensibles. Donc chaque intégration va être signée avec une clé GPG de mainteneur qui est publique et qui peut être vérifiée, et qui est vérifiée d'ailleurs parmi notre pipeline d'intégration. Et après, on va pousser dans Tulip qui lui va orchestrer notre pipeline et qui va lancer la suite. La suite, ben, c'est le build effectif de la release. Donc, je vous dis, nous, on a deux plateformes principales. On a principalement du RPM et des images Docker qu'on va produire. Alors, je vais faire une présentation DevOps en mentionnant Docker, mais en n'en parlant absolument pas, parce que c'est pas c'est pas là où se présente la plus grosse difficulté. En fait, mine de rien, produire des images Docker et les mettre à jour, c'est presque trivial. Donc, le plus important, c'est sur la partie basse, parce que les RPM, c'est quand même vachement plus compliqué. Le point ici qui a été assez complexe à résoudre, c'est comment on fait pour avoir un suivi signé des packages et des dépôts que l'on livre. Parce que c'est bien beau de signer des commits Git, c'est très facile, mais après, il faut que ce que l'on livre dans notre pipeline d'intégration continue, de nos RPM et tout ça, il faut aussi qu'il soit signé avec une clé et qu'il soit connu et partagé avec les clients. Et c'est loin d'être trivial, et c'est là que Vault rentre en ligne de compte. Alors, je vous l'ai mis là, je vous ai mis les références en bas, surtout parce que c'est sorti du cerveau malade de notre spécialiste sécurité qui a voulu préserver son anonymat. Donc, si vous vous demandez pourquoi il s'appelle L Suisse, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est à Genève aujourd'hui. En fait, son pseudo est là uniquement pour qu'on lui pose la question et qu'il dise c'est pour que vous me posiez la question. Bref, ce mec est malade. Donc globalement, pour arriver à signer des packages RPM dans un pipeline d'intégration continue, en fait, on s'est basé sur Vault. Donc Vault, c'est un produit d'HashiCorp qui permet de gérer, stocker de façon sécurisée des secrets et qui a surtout le gros avantage de pouvoir avoir un système de plugins et d'extensions qui permettent d'aller plus loin que juste stocker des secrets. Et globalement, en fait, Thomas, donc L Suisse, a développé un plugin Vault qui permet de faire la signature des paquets GPG sans que la clé privée qui nous permet de garantir la sécurité ne soit exposée à aucun moment. Globalement, on envoie les données à Vault qui va signer les données, qui va les renvoyer au serveur d'intégration continue. Donc c'est la loupe qu'on a au milieu, sans qu'à aucun moment notre clé secrète soit exposée. Et ce qui est super important, parce que tout ceci étant dans un cloud, si on fait sortir la clé secrète de notre Vault, potentiellement elle peut se retrouver sur un serveur d'intégration continue, dans des logs ou quoi que ce soit. Donc il faut être dans un périmètre extrêmement sous contrôle pour être sûr qu'on ne leak pas de secret et surtout qu'on ne puisse pas se faire choper nos clés privées. Donc je ne vais pas rentrer en détail de comment ça marche. Par contre, si ça vous intéresse, il y a le blog post et la présentation que Thomas a fait l'année dernière au Snowcamp qui détaille. Et tout ceci, enfin le plugin est open source et vous pouvez le réutiliser chez vous, il n'y a absolument aucun souci. Donc une fois que les packages sont signés, on va pouvoir les déployer. Donc soit avec du Docker, donc là ça va être soit sur notre produit SaaS, ou alors on va avoir 3 stratégies de déploiement. La première, en fait, on a un serveur de staging sur lequel on va faire du push. Donc ça, c'est à chaque build sur master, en fait, ce serveur de staging automatiquement est mis à jour, ce qui nous permet de tester en temps réel, de montrer avec nos clients également en avance de phase, ce qui est super confortable. C'est-à-dire qu'on est en train d'élaborer une feature avec un client. Dès qu'il y a une partie de la feature qui est disponible, un morceau d'écran ou quoi que ce soit, on peut immédiatement échanger avec lui sur une base de serveurs de production les différentes avancées et donc du coup pouvoir adapter le dev en temps réel.
On teste aussi en prod, parce que le staging, c'est bien beau, mais c'est absolument pas représentatif d'un workload de production. Donc on teste en prod avec nos propres instances de prod, pour faire notre propre dogfooding. Donc on est les premiers exposés à nos propres bugs, ce qui nous incite fortement à les corriger. Et enfin, on a des retours aussi de la communauté qui installe le produit, qui le teste et qui nous dit attention, ce truc-là est cassé, etc. Donc le but est de produire le plus de confiance possible tout en trouvant le bon équilibre entre produire la confiance autour de nos releases et pouvoir livrer rapidement pour avoir du feedback. Donc globalement, si je devais résumer aujourd'hui ce que l'on tire de cette pratique, c'est que en principal, c'est quand même sacrément dur. De faire de l'intégration continue, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour optimiser les pipelines. Ça prend beaucoup de temps de cerveau des gens pour faire du Jenkins, maintenir à jour du Jenkins, maintenir à jour des pipelines, pour choisir qu'est-ce qui va dans les pipelines de build, qu'est-ce qui est représentatif comme test, etc. Donc je vais reprendre le message de ce matin. C'est vraiment mettez de l'effort dans vos tests. Votre code base de production, c'est bien beau, mais votre code base de test, prenez-en soin parce que c'est super important. Et ça prend du temps, mais c'est du temps qui paye. Et bon, alors par contre, c'est pas du temps qui paye à extrêmement court terme. C'est-à-dire que tout l'effort que vous allez mettre pour mettre en place ce type d'infrastructure, vous n'allez pas voir dès le lendemain, automatiquement, il y a des choses qui vont sortir. C'est plutôt sur le long terme que les choses vont s'observer. Et nous, on observe que sur 3 ans, par exemple, on a une baisse de 20% du nombre de bugs qui sont remontés par nos clients. Et en parallèle, on a multiplié par 2 le nombre de commits intégrés. Donc sur une code base de 1,5 million de lignes de code, moi je trouve que c'est pas mal, principalement parce que je développe dessus. Mais globalement, on a aussi ce ressenti qui nous est fait par nos utilisateurs et nos clients qui nous disent « Ah, c'est quand même vachement bien, il y a quand même vachement moins de bugs qu'avant. On n'a pratiquement plus rien à vous remonter. » C'est plutôt intéressant. Et après, il y a 2 éléments qui sont des side effects, mais des side effects super intéressants. C'est que moi, alors je développe sur Tulip, mais je suis principalement le PO. Donc moi, je rédige des user stories et après, j'en fais les démos. Mais c'est surtout que je peux décider de faire le cut de ma release à n'importe quel moment. C'est-à-dire que j'ai pas ce sentiment d'avoir la feature la plus importante de ma release, qui est dans une feature branch, mais qui est immergeable avec master, parce que soit elle n'est pas prête, soit elle est en conflit avec une autre branche, soit on a découvert un bug hier qui empêche de releaser. Donc j'ai pas cette pression de me dire, oh là là, la feature la plus importante que je devais livrer à mes clients, elle n'est pas là. Mon compromis, il est complètement différent. Je vais avoir peut-être 95% de la feature promise au client. Et croyez-moi sur parole, allez voir un client en disant « Je suis désolé monsieur, il n'y a que... » ou madame, hein, il n'y a que 95% de la feature promise qui est prévue, enfin qui est produite dans cette release. C'est pas du tout la même chose que dire « Il n'y a pas du tout la feature, il faudra attendre encore la release d'après » ou « Il faudra repousser la release de 2 semaines pour avoir quelque chose. » Donc ça, c'est super, super confortable. Et après, de la même façon, donc là, on ne parle pas de feature, mais on parle de stabilité et de capacité à corriger les bugs. Le fait de pouvoir pousser en production un bug fixe en moins de 30 minutes, n'importe où, chez n'importe quel de nos clients, c'est aussi super confortable. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous avez mes coordonnées si ça vous intéresse de me pinguer ou de m'insulter sur Twitter. Je m'en profite pour faire de la pub pour un petit événement qu'on organise ici même dans un mois sur l'agilité et le DevOps en entreprise. Mais je suis surtout disponible pour toutes les questions que vous pourriez avoir maintenant. Merci Manuel. Merci Mathéo. Merci beaucoup. Et questions. Il y a des questions pour Manuel. Oui, il y en a une déjà là. Et hop là.
Alors, comme vous ne maîtrisez pas la chaîne de bout en bout, est-ce que vous faites des tests de mise à jour depuis des versions plus anciennes? Parce qu'en faisant l'intégration continue de votre côté, vous faites des mises à jour à chaque fois d'une version, mais est-ce que vous êtes sûr que vos clients pourront sauter 10 ou 15 versions d'un coup? En fait, au départ du projet, on a mis énormément d'efforts sur la facilité à mettre à jour et surtout globalement, on se prend la tête le plus possible pour avoir des mises à jour qui soient transparentes. C'est-à-dire qu'on a globalement 2 commandes à exécuter et tout ce qui ne peut pas passer sur ces 2 commandes, il faut qu'on le prenne en compte dans le code pour que ce soit non obligatoire ou que ça ne se déclenche pas, etc. Pour être sûr qu'on puisse sauter. Là, typiquement, on a un client qui, pour des raisons d'infrastructure, a été bloqué sur la version 9.17 de Tulip qui date de mars 2016, je crois, et qui va mettre à jour là en 10.10 dans un mois. C'est exactement le même processus que pour aller de la 10.10 à la 10.11. C'est les 2 mêmes commandes et on l'a fait déjà un certain nombre de fois. C'est pas du tout ce qu'on recommande. On recommande de mettre à jour le plus rapidement possible. Par contre, on a poussé énormément d'ingénierie dès le départ pour garantir ce processus d'upgrade. Et après, on se prend la tête pour que nos devs prennent en compte les contraintes d'upgrade. Merci pour cette présentation, c'est vraiment intéressant. J'avais 2 questions. La première, c'est combien de temps ça vous a pris, parce que comme vous avez une entreprise qui a peut-être une dizaine d'années, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, bon, là, comment on fait du feature branch, on a des vrais problèmes avec, on a des tests qui durent 3 heures le soir, on a 35 000 tests Selenium qui passent et ça ne marche plus. Combien de temps ça vous a pris ce changement d'état d'esprit et la transformation de votre pipeline à peu près? Alors, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on est un vendeur d'outils et d'outils d'ingénierie logicielle. Donc en fait, l'ingénierie logicielle, c'est un peu notre dada. Et c'est même potentiellement un travers, voire peut-être même une pathologie. Donc en fait, c'est des problématiques qu'on a pris en compte dès le départ et qu'on regarde quasiment en permanence. Comme je disais dans mon slide d'avant, c'est extrêmement time consuming, c'est qu'on n'a pas fait à un moment donné, on a mis en place le pipe, et puis on revient 6 mois plus tard pour regarder comment il fonctionne. C'est qu'en fait, on a toujours un œil sur notre pipeline de production, et on se pose toujours des questions sur comment l'optimiser, comment réduire les temps. Par exemple, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Alors, le pipeline tel qu'il est là, en fait, il y a une grosse phase qu'on ne voit pas du tout, enfin, qui n'est pas très visible, c'est la partie prepare ici. C'est que un des gros changements qu'on a fait sur notre pipeline, c'est de faire toute une partie de prepare en upfront, c'est-à-dire le prepare, c'est faire tout les npm install, composer install, enfin tout ce qui est pour préparer les sources, histoire que derrière, tous les tests puissent être passés en parallèle, sans qu'en plus ça retire des choses de l'internet, etc. Le fait de transformer ça, c'est venu de façon complètement émergente, parce que au début, on avait 2 jobs qui tournaient en parallèle, qui faisaient chacun leur truc, et en fait, on s'est rendu compte que tirer 10 fois en parallèle l'intégralité de la planète grâce à NPM, c'était pas forcément ni super efficace, ni super fiable, parce que GitHub, NPM, tout ça, ça tombe une fois sur 2. Donc, typiquement, ce qu'on voit pas ici, c'est qu'en plus, on a dû mettre en place un dépôt Nexus en tampon pour garantir qu'on avait toujours nos dépendances à disposition. Donc, c'est vraiment un système émergent. Et quand on se rend compte qu'il y a un test qui fail trop, du coup, on se met à 2, on regarde qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est trop long, pourquoi il y a autant de taux de failure, et qu'est-ce qu'on peut y faire. C'est pour ça qu'on a sorti nos tests end-to-end de ce pipeline. C'est que le pipeline, il a commencé à dériver, on était autour de 15 minutes, on est arrivé vers 20 minutes. C'est pas un truc qui se passe en une nuit, ça se passe en quelques semaines. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se dit non mais c'est trop chiant, quoi. Je suis obligé d'attendre 20 minutes pour que mon moindre patch set puisse être déployé. Il faut vraiment qu'on y fasse quelque chose. Donc c'est la culture de l'équipe et de l'entreprise. Ok, merci. Et la deuxième question, c'est est-ce que les mainteneurs ne pètent pas un peu un boulon quand ils se tapent du patch set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce qu'en général, si on fait une feature branch, on a une grosse merge request. Si elle fait chez nous, si on a plus de 300 lignes, on la fait à 2, comme ça, avec le développeur. On y passe 10 minutes, c'est plié, on la teste, on la build. Là, si le nombre d'allers-retours, je me dis, ouais, c'est sexy, mais je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde quand même. Alors, est-ce que le mainteneur pète pas un boulon? Je crois
pas. Alors, c'est pas un syndrome post-traumatique en disant, ou un syndrome de Stockholm en disant. En fait, le truc, c'est que j'ai parlé des mainteneurs juste avant et des développeurs. Nous, ce qu'on incite fortement, c'est que même les développeurs qui ne sont pas encore mainteneurs font de la code review. Et du coup, c'est un processus d'apprentissage qui est super important pour pouvoir trouver la bonne taille de commit à envoyer en revue, pour comprendre quelles sont les bonnes pratiques qui sont à appliquer, etc. Donc en fait, il y a effectivement le mainteneur, entre guillemets, celui qui a les galons, la casquette et tout ce qui va avec, mais il est là aussi pour permettre aux contributeurs, aux développeurs d'apprendre à faire des meilleurs commits. Donc quelque part, on place pas le mainteneur en je sanctionne, mais je suis dans un processus d'apprentissage et de training du reste de l'équipe. Parce que là, potentiellement, ils voient un code qui n'a jamais été testé. Donc, en fait, ils me dire, ouais, il est plutôt sympa ton code, mais est-ce qu'il marche, il n'en sait rien. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression d'avoir quand même cet esprit de code review pas mal, mais finalement, est-ce que ça a une grosse valeur si derrière, il y a 80% des tests qui sont rouges? Ah bah non, mais de toute façon, si il y a un point qui est important, c'est que si le cycle d'intégration continue il passe pas, le mainteneur il regarde même pas le commit. C'est-à-dire qu'on verra même pas le commit. On a construit des dashboards, le commit ne sera même pas visible et donc pas demandable en review tant que l'intégration continue sera pas passée. Ah oui, d'accord. Parce que dans le schéma, on dirait l'inverse, on dirait qu'il y a la review qui est avant les tests, en fait. Non, en fait, c'est compliqué à. Non, effectivement. Je ne l'ai pas précisé, mais le mainteneur n'est pas emmerdé si l'intégration continue n'a pas donné son. Enfin, s'il n'est pas passé sous les fourches codines de l'intégration continue. Ah oui, sinon, effectivement, là, ce serait de la folie furieuse. Je suis d'accord. Déjà que revoir du code toute la journée, c'est un peu de la folie furieuse. J'ai une question aussi. Bon. Ouais. Bonjour. Le fait de pouvoir tracer l'authenticité du code depuis le change set, enfin, jusqu'au code final mergé, donc en passant avec les signatures, etc., en agrégeant tout, c'est assez remarquable, je trouve. Mais par contre, comment est-ce que vous pouvez prouver que le RPM signé est bien le fruit du code signé? Ça, à ma connaissance, c'est pas un problème qui est résolu. Alors, on le peut grâce au SHA-1 du commit Git sur lequel on a construit nos packages. Par contre, on est toujours dépendant. Enfin, ça reste toujours. On essaye de travailler au maximum avec des builds reproductibles. On est toujours dépendant de ce qu'on va tirer en dépendance des internets. Ouais. Donc, il faut quand même truster la plateforme de build, en fait. Ouais, par contre, effectivement, ce que je vous ai montré avec le Vault qui permet de faire la signature, on ne va pas forcément faire la signature sur des machines qui sont compromises ou qui sont colocalisées avec d'autres conteneurs qui tourneraient en route qu'on ne maîtriserait pas. Ça, non, on ne peut pas se le permettre. Par contre, le gros avantage... ça marche plus, ça. Pardon. Le gros point de ce travail-là, c'est de pouvoir signer sans exposer la clé de signature. Et c'est ça surtout le truc, parce que à partir du moment où on veut produire des assets qui sont signés, se pose la question de qu'est-ce que vous faites de la clé qui va signer ces assets et surtout de garantir que cette clé, elle ne pourra pas être subtilisée et de pouvoir avoir l'auditabilité derrière de qu'est-ce qui a été signé. Et ça, c'est surtout ça qu'on veut garantir. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une question. Vous êtes où? Levez la main. Ah, merci. Du coup, pour les déploiements chez les clients, vous dites que c'est 2 commandes qui permettent de le faire, 3. Mais quand on regarde sur le site de Tulip, il y a quand même des déploiements de guide qui expliquent plein de commandes manuelles à faire pour les utilisateurs finaux. Alors, justement, c'est ce que je disais. Le principe, merci Raphaël de poser la question. Raphaël qui est un client et utilisateur. On peut toujours avoir confiance sur ses clients et ses utilisateurs pour venir vous tacler en pleine séance. En fait, il y a, disons, le principe, c'est effectivement, il y a 2 commandes à exécuter pour mettre à jour. La garantie derrière, c'est vous pouvez passer de n'importe quelle release à n'importe quelle release. Par contre, on n'est pas des magiciens, il y a des choses qui ne peuvent pas s'automatiser. Donc, il y a 2 commandes et un guide de déploiement pour les trucs du style, on a changé de version de PHP. Il n'y a pas de commande qui nous permet automatiquement de demander dans une infrastructure ultra fermée, ultra sécurisée comme
chez Thales, par exemple, d'ouvrir un port pour aller taper sur un nouveau site, pour aller télécharger les packages RPM sur une nouvelle entité. Donc, le compromis, c'est on automatise tout ce qui est automatisable à un coût raisonnable et le reste est passé en manuel. Par contre, là où on a notre garantie, c'est que les features, si elles ont des grosses contraintes, ne sont déployées que de façon opt-in par les administrateurs sites, ce qui fait que s'il y a des grosses contraintes, soit en termes de temps, par exemple si on doit rajouter 2 index sur une table avec 10 millions d'entrées, par exemple, c'est le genre de truc qu'on va éviter de forcer à faire au moment d'une mise à jour, parce que ça va bloquer la plateforme de production pendant un temps potentiellement impossible. Donc là, on s'arrange pour qu'effectivement, il y ait des commandes qui soient lançables en décalé, pour se dire, on va prévoir que sur un moment de moindre utilisation de notre plateforme, on va redéployer ces index et éviter de bloquer la plateforme de production en plein pendant une release ultra critique. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup, quand il arrive que les déploiements se passent mal, vous livrez une autre version rapidement ou vous livrez en fait la prochaine itération du coup avec les 200 releases plus tard? Alors, on a les deux possibilités. Alors, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Alors, il est où? J'ai un slide sur le sujet. Non, c'est après. Non, c'était avant. Hop. Et donc, j'en ai fait des slides. Hop, hop, hop. Et donc, voilà. J'avais expliqué qu'il y avait 3 flavors différentes de Tulip. Il y a Dev, Snapshot et Tulip Enterprise. La partie dev, c'est celle qui est publique. Donc effectivement, si on trouve un bug sur la partie dev et qu'on fixe le bug, il suffira de mettre à jour la partie dev. Le principe, c'est vous allez récupérer le bug fixe correspondant à votre besoin, mais vous allez potentiellement récupérer d'autres bouts de feature ou d'autres bugs fixes qui n'ont pas encore été intégrés. Si vous êtes sur la stratégie snapshot qui correspond à une release, un build qui a été promu par mois comme étant la nouvelle version, là par contre il faudra attendre le mois suivant pour avoir votre bug fixe, ou alors il faudra basculer sur le dev. Et sinon, vous avez le meilleur des deux mondes, de la stabilité et des nouvelles features. C'est la partie en bas, Tulip Enterprise, où on est capable de backporter les bugs fixes sur les versions antérieures. Voilà globalement le modèle. Je crois Bonjour. qu'il y avait encore une question là-bas. Non. Quelle est la taille de l'équipe de développement? Combien de committeurs? On a une dizaine de committeurs. Committeurs mainteneurs. Ouais. Ok. Et les tests end-to-end, vous les faites tourner sur le master? Ou Oui. que après? Alors, du coup, c'est un tout petit peu... on va rentrer vraiment dans le détail de comment la saucisse est faite. Les tests end-to-end, ils tournent sur master et ils tournent en nightly parce qu'ils sont extrêmement consommateurs de ressources. Et même les faire tourner sur master en permanence, c'était trop gros. Donc le compromis qu'on a trouvé, c'est qu'ils tournent en nightly. Ou alors, au moment où on veut produire les fameuses releases snapshot, on lance nos tests end-to-end. Par contre, quand on sait qu'on va toucher une partie qui est potentiellement sensible, par exemple, on a un test qui nous permet de valider le comportement de la structure quand on est dans un mode distribué avec des serveurs SVN d'un côté, des serveurs front ailleurs, etc. Donc le test, il est un peu velu, il est super compliqué à mettre en œuvre, mais on peut très facilement, là c'est la grande force des pipelines Jenkins, on peut très facilement importer la définition du test qu'on est censé passer en nightly dans notre patch set, ce qui fait que quand on va développer notre patch set, on va avoir les robots d'intégration continue qui vont nous le valider. Et du coup, après, soit on le garde sur master pendant les quelques semaines où on va développer la feature qui correspond à du SVN, où on peut potentiellement avoir un risque, et après on l'enlèvera parce que quand on fait du développement sur la partie Git par exemple, ça sert à rien de passer tous les jours, à chaque patch set tous les tests SVN, parce que la probabilité qu'on ait cassé quelque chose, elle est quand même assez faible, donc on peut se permettre d'avoir uniquement un test nightly. Donc, le compromis il se trouve là. Merci.
Any more questions? S'il n'y a pas d'autres questions... Si, J'arrive. De façon très agile, un failant. Hop là. Comment est-ce que vous décidez des numéros de version? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des clients qui passaient d'une version 9 quelque chose à une 10 quelque chose. C'est au moment du change set qu'on va définir qu'on fait une feature bloquante ou une feature assez importante que pour changer le numéro de version, ou bien c'est après coup? Je vais m'attribuer des trucs qui ne me sont absolument pas attribuables. Linus Torvald nous a piqué une idée. En fait, nos numéros de release sont complètement arbitraires. C'est simplement qu'on release de façon régulière. On release toutes les 4 semaines, enfin toutes les 3 semaines et demie, et on incrémente de 1 le numéro de la version, jusqu'à ce que le numéro de version ne veuille plus rien dire, et à ce moment-là, on augmente le numéro de version majeur. Et après, tous les numéros de version intermédiaires sont générés automatiquement. Donc non, les numéros de version ne veulent absolument rien dire. Et ce qui est d'ailleurs... alors, juste une parenthèse, parce que j'y pense. Si vous réfléchissez bien... c'est feature flag, feature branch. Enfin, feature flag, c'est le fait de cacher une feature derrière un flag parce qu'elle est encore en cours de développement. Mais feature flag, feature branch, le fait d'avoir des builds différents en fonction des clients, etc., c'est qu'une facette différente du même problème qui est de faire évoluer une feature de façon un peu shadow avant ou même les canaries déploiement où vous déployez que devant 1% de vos utilisateurs, puis 10, puis 50, etc. C'est toujours le même problème. On essaye de qualifier le plus possible et on sait pertinemment que quel que soit l'effort qu'on va faire de test en avance de phase, on ne pourra jamais trouver tous les cas d'usage possibles. Le seul moyen de trouver les cas d'usage possibles, c'est de les mettre en face des utilisateurs de façon progressive. Donc en fait... c'est Goshko Gadic, je ne sais pas si vous connaissez, quelqu'un qui traîne beaucoup dans les conférences agiles et qui a un discours hyper intéressant, c'est de se dire que le fait d'associer la terminologie de feature associée à des numéros de release, c'est un besoin marketing, c'est absolument pas un besoin technique. Et il faut absolument se prémunir du fait que les contraintes techniques et les contraintes de stabilité soient drivées par des contraintes de marketing. Donc du coup, pour ça, le mieux, ça reste encore de faire des feature flags qui vont vous permettre d'intégrer votre feature progressivement dans l'application, de la tester un tout petit peu, et puis au moment où vous voulez faire la release principale, la nouvelle version numéro 72 de votre release, et ben, vous activez le feature flag et tout le monde le voit, et vous avez l'effet marketing, et vous avez la couverture TechCrunch, Product Hunt, ce que vous voulez. Mais globalement, il ne faut pas que vos contraintes techniques soient drivées par des contraintes marketing. Du coup, ça repose une question, c'est ça. Hop là. Non, c'est sur un autre sujet. Donc, tu dis qu'il y a 200 releases par mois. Ça veut dire que si je mets à jour ma snapshot, est-ce que je dois lire un changelog de 200 lignes ou est-ce que vous le retravaillez manuellement ou il n'est pas du tout généré de manière automatique, le changelog entre les releases? Il est généré de façon mi-automatique, mi-manuelle. Je m'appelle Manuel. Ça va, merci. Donc en fait, le truc c'est que les changelogs automatiques, on les génère, mais en fait c'est illisible. Donc on est obligé de faire là pour le coup un vrai travail marketing pour mettre en avant les features qui sont passées d'un mode on était en cours de développement à on est suffisamment confiant pour que tout le monde puisse les utiliser. Donc c'est retravailler dans ce sens-là pour avoir une petite patte marketing au truc qui était caché techniquement avant. One more question here. Votre produit, il est sur un seul repo Git? Oui, on fait du monorepo, ouais. Monorepo. Mais c'est modulaire ou c'est un gros monolithe ou... C'est un monolithe modulaire. Ok. Et est-ce que du coup vous avez pensé, parce que pour les problématiques de temps de build par exemple, de test, de faire encore plus modulaire avec microservices sur plusieurs repositories pour que chaque repository se build de manière beaucoup plus rapide? Alors, pour moi, les microservices ne permettent pas forcément de répondre à des problématiques de temps de build parce que les problématiques, alors on va peut-être le gagner à certains endroits, mais en fait on va complexifier notre pipeline de build d'un autre côté.
Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est, ce qu'on a déjà réfléchi, mais qu'aujourd'hui on n'a pas forcément voulu mettre en œuvre, c'est du snapshot d'assets, parce qu'il y a des parties qui ne bougent pas, effectivement, et donc on pourrait récupérer les assets produits précédemment pour ne pas avoir à tout redownloader, tout repasser, etc. Aujourd'hui, le coût, on a fait une analyse coût d'implémentation de ça versus le gain qu'on peut avoir. Pour l'instant, il n'est pas forcément complètement clair. Donc, on préfère... on préfère garder un build continu sur lequel on a une confiance, parce qu'il y a aussi ça derrière, c'est qu'à partir du moment où on touche à notre système de build, c'est toute la chaîne de confiance qui peut potentiellement vaciller. Donc les changements, ils ne se font pas forcément à la légère. Et un changement aussi structurel que ça a des gros impacts. Donc tant que ce n'est pas un point de douleur majeur, on ne franchit pas forcément le cap. Oui, bonjour. Vous avez dit que vous étiez désolé pour ceux qui devaient s'arranger avec ITIL. Et je vois que sur votre slide, c'est quand même déployé en suivant les standards ITIL. Oui. Donc, alors, en fait, c'est parce que c'est les contraintes de nos clients, en fait, qui sont... le truc, c'est... Je voulais faire le parallèle entre ce qu'on voit dans la plupart des confs DevOps, où vous avez les mecs de Spotify qui débarquent en disant nous, on déploie 300 fois par jour, etc. Moi, quand je voyais ça, et que je me disais, quand j'étais à la place des sysadmins dont je parlais tout à l'heure, et que j'avais une semaine de mise à jour possible par mois, et que tout le mois de décembre, j'avais pas le droit de mettre à jour ma machine, même si c'était ultra important, ou que c'était plus facile de déployer un patch dégueulasse fait à la main que de mettre à jour un RPM, parce que mettre à jour un RPM, ça tombait dans telle procédure et que c'était juste pas possible en suivant le standard. Je me disais, mais comment on peut faire du déploiement continu dans cette structure? En fait, pour moi, la partie déploiement continu, elle n'est pas forcément uniquement liée au déploiement final par les utilisateurs, mais elle doit s'approcher le plus possible de ce que vont vivre les utilisateurs qui vont consommer cette release, enfin les utilisateurs, les sysadmins dans le cas, qui vont consommer cette release. Et c'est dans cette démarche-là, mais tous nos clients ne sont pas forcément contraints de mettre à jour à une certaine date dans le mois. Il y en a certains qui l'ont, certains qui ne l'ont pas. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé par rapport à ça. Après, j'ai pas de problème particulier avec ITIL. Je trouve ça plus forcément en adéquation avec les contraintes qu'on a aujourd'hui, mais je comprends tout à fait que dans des secteurs comme la défense ou le bancaire, on ne fasse pas forcément n'importe quoi en termes de déploiement, et que c'est des endroits où l'homéostasie du système est plus importante que les nouvelles techniques à la mode. Oui. Oui, désolé, une nouvelle question. Je m'interroge sur le profil, le bon profil de ces intégrateurs. Parce que finalement, c'est quoi la chose la plus importante qu'ils regardent après avoir eu 42 000 tests après le commit? Est-ce que finalement, ce n'est pas une espèce de profil de PO qui va au-delà, qui vérifie que c'est bien de la valeur qu'on livre, ou ça reste technique? Alors c'est éminemment technique, et tout l'enjeu de ce que va regarder un intégrateur est directement lié à la taille du commit qui est envoyé. C'est-à-dire que vous avez, c'est la blague sur Twitter, vous envoyez une PR de 10 lignes, vous avez 50 commentaires, vous envoyez une PR de 3000 lignes, vous avez, vous avez un commentaire en disant OK, et puis après c'est le good soumis et je merge. En fait, plus on va avoir un petit commit à revoir, plus ce sera facile de l'intégrer dans notre tête, et donc du coup de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants et de pouvoir faire des commentaires. En fait, quand je disais à la fin de ma présentation, je vous ai dit on a réduit de 20% le nombre de bugs trouvés par nos clients, et en même temps on a doublé le nombre de commits. On a doublé le nombre de commits surtout parce que on a réduit la taille des commits qu'on envoie en revue, et donc vu que les commits sont plus petits, ils sont plus faciles à revoir, ils sont revus plus rapidement, ils sont intégrés plus rapidement, et globalement, ils posent moins de problèmes. Mais effectivement, on est dans une situation où les développeurs font aussi une grosse partie du test fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ne font pas uniquement lire du code. Quand mon mainteneur, j'ai plus le slide là, mais quand mon mainteneur il regarde le commit et il va le merger, c'est son rôle de le prendre et de tester fonctionnellement pour voir que le commit fait bien ce qu'il dit,
et qui ne fait pas quelque chose qui ne dit pas. Enfin, globalement, qui ne fait pas une régression, qui ne casse pas un truc dans les coins. Donc, il y a à la fois une revue purement technique. Par exemple, est-ce qu'on respecte bien les critères solides? Est-ce qu'on a bien des tests qui couvrent la feature? On va regarder l'architecture pour voir est-ce que l'architecture elle est à peu près d'équerre ou est-ce qu'on a fait un truc un peu crappy dans un coin. Et il va y avoir le test fonctionnel derrière. Donc il y a effectivement... Alors nous, on a la chance, entre guillemets, de développer un produit pour nous-mêmes, donc ce qui facilite aussi le test de notre propre application. Je conçois que si on développait des lasers médicaux, par exemple, c'est pas sûr qu'on saurait exactement tester chacune des features. Merci, ça répond. Est-ce que vous êtes discutera capable au café après. Est-ce que vous êtes capable de tester les pipelines Jenkins, par exemple, juste quand vous voulez mettre à jour les plugins de Jenkins ou quand vous voulez faire un changement, ou est-ce que vous testez juste les artefacts finaux? Donc c'est à ce moment-là que je me mets en PLS. Alors en théorie, c'est testable, en pratique, c'est détestable. Les mises à jour des plugins Jenkins, alors non, c'est méchant pour Jenkins. Avec les LTS, ça marche quand même vraiment bien. Et on a quand même une infrastructure qui est solide et assez facile à solidifier. Par contre, on reste sur... oui, des fois, il y a des problèmes où on se retrouve bloqué pendant une demi-journée ou une journée parce que on a mis à jour un plugin et puis finalement, on tombe sur le fameux ticket Jira que tout le monde a déjà commenté en disant ouais, ce plugin, il est tout foireux et on est bloqué. Alors, par contre, il y a des choses qui sont en train de changer énormément dans le monde Jenkins et notamment tout ce qui est autour de Jenkins Configuration as Code. Qui va permettre de gagner encore un petit step supplémentaire dans la confiance dans les pipelines. Alors, à la fois, il y a des technologies pour tester les pipelines maintenant, qui d'ailleurs, je crois que ça a été fait par les gens des Furet.com, donc, qui permettent de tester en local les pipelines. Et donc, du coup, avec du Jenkins Configuration as Code, on va pouvoir beaucoup plus facilement déployer et reconstruire à partir d'une base connue des serveurs Jenkins. Donc, le fait de pouvoir avoir des vrais serveurs Jenkins de staging, on y est presque. On est à pas grand-chose pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, ça reste encore un petit peu painful. Beaucoup moins qu'il y a 2 ans, mais ça reste quand même un peu painful.